être un artiste, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui prédit les choses qui vont arriver. Et il a un message divin. Et ça, c'est très fort. C'est pourquoi il faut écraser ces côtés. Il faut contrôler. Pourquoi les artistes sont des amis des ambassadeurs? Pourquoi ils sont invités? Pourquoi ils ont des visas facilement? C'est pour les acheter. Contrôler, oui. C'est pour influencer ce qu'ils disent. Pour contrôler, savoir c'est où ils vont dans leur message. C'est pourquoi il y a des marchés d'art, des festivals, de biennales, des choses comme ça. C'est justement pour mettre la main. Parce que ce sont des personnes dangereuses. Ce n'est pas des personnes contrôlées. C'est des personnes qui sont à l'extérieur et qui sont en train d'observer la société. Donc les artistes peuvent être un moteur pour la société et c'est ça qui les fait peur. Donc il faut écraser les artistes pour... Pourquoi on dit que les Américains, ils ont gagné des guerres que dans les films? Tu vois un commando américain qui va tuer tous les Vietnamiens et puis il prend l'Apache et l'hélico, il rentre chez lui. Bon, vous avez entendu Ndeko. Les conversations seront très sérieuses. On en saura plus après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Nissar Saleh, réalisateur de Kinshasa, en RDC, et qui est maintenant en Occident. Donc, nous avons l'occasion de faire un interview exclusif. Dernièrement, il a plusieurs documentaires qui ont été sélectionnés dans des festivals. C'était, si je ne me trompe pas, en Allemagne. Ouais, c'était à Cologne. Ça, c'était le tout dernier festival que j'ai participé en septembre dernier. Et c'était pour un film ou un documentaire? C'était pour un documentaire long métrage, mon tout premier. Mais j'en ai fait aussi, mais en collaboration. Mais ça, c'était vraiment mon tout premier solo. La collaboration avec la Belgique, ça a commencé quand? Je dirais, ça a commencé depuis qu'ils sont venus chez nous. C'est pourquoi moi, je viens chez eux. Mais en faisant des films, je dirais, c'est depuis 2015 que je suis rentré en contact avec certains collègues cinéastes belges qui sont arrivés au Congo parce qu'ils étaient à la poursuite de la copie des monuments de Léopold, qui est ici à Bruxelles, mais qui a une copie qui est au musée de Mongaliema. Ah, d'accord. Et quand ils sont arrivés, c'est comme ça qu'on a fait connaissance et on est devenus des amis. On s'est dit pourquoi pas un jour on essaye de faire des films ensemble, donc croiser nos regards sur le même sujet, quoi. D'accord. Et avant, tu avais déjà réalisé des films ou des documentaires ou ta première grosse réalisation, c'était en collaboration avec eux? Avant, je dirais, j'ai fait des formations de films. J'ai eu des professeurs qui étaient belges, en fait. C'est un peu comme un parcours un peu qui a commencé un peu plus tôt. Mais de manière professionnelle, c'est en 2017 qu'on a fait les tout premiers films qui a fait que ça a commencé à bouger. En même temps, j'avais fait un court-métrage aussi, solo. Ah, d'accord. Ça, c'est le film qui m'a fait voir le monde parce que c'était mon tout premier film qui était meilleur film documentaire à Paris. Et c'est ce qui a fait que je voyage pour la première fois en Europe, quoi. Ton premier documentaire solo, c'est celui-là qui avait été sélectionné à Paris, tu me dis? Ouais, et c'était aussi, en même temps, c'était les mêmes jours. On avait un film ici à BAF, Bruxelles Art Film Festival, le film qu'on a fait en collectif, les longs métrages. Et mon court métrage à Paris, c'était la même soirée, en novembre. Et les deux films ont eu les prix à la même soirée. Donc vous voyez mais dans deux villes différentes, Bruxelles et Paris. Abonnés, vous voyez quand même qu'on a un invité de marque. Et je vous dis souvent qu'il faut qu'on puisse s'unir pour pouvoir faire évoluer le cinéma africain, surtout la partie francophone, parce qu'on remarque quand même que la partie anglophone de l'Afrique, ils sont quand même assez évolués, en tout cas plus que nous. Et donc, il faut mettre un petit coup de pied aux fesses de la partie francophone. Souvent, le problème, on ne va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est le financement. Money. Et là, maintenant, on revient à une autre question. Bon, si tu suis ma chaîne, tu vois que j'essaie de faire la promotion du fait qu'on doit investir nous-mêmes dans nos projets artistiques. Dernièrement, je suppose que... Enfin, je sais très bien parce que c'est même toi qui m'as envoyé sur Instagram. C'est un dessin animé de Killa. Ouais. Où elle présentait son film, je pense que c'était en RDC. Ouais. Apparemment, ce seraient les responsables français qui auraient coupé avant qu'elle puisse dire tout son discours. Il est passé sous silence parce qu'il est perpétré pour des intérêts en milliards de multinationales sans humanité et qui financent tout ce qui est encore, jusqu'à intégrer les moindres recoins du monde artistique même et militant pour tenter de contrôler évidemment nos parents,
Bah ouais, c'est ça. C'est pourquoi on doit avoir nos propres canaux de diffusion, on doit avoir nos propres sources de financement et puis nos propres festivals. Et c'est comme ça qu'on va raconter nos histoires. Et j'ai remarqué quand même en Afrique, souvent, lorsqu'on parle de cinéma, souvent les financements viennent de l'extérieur. Exactement. Même les festivals en Afrique, c'est soutenu par l'extérieur. Oui. Les festivals dits africains, même FESPACO, je suis désolé, j'ai jamais été à FESPACO, mais ben ouais, au Nigeria, partout où tu vas en Afrique, tous les grands festivals de films en Afrique, c'est financé par l'Occident. Ouais. Bon, après, quand on sait que même l'Union africaine est financée presque à 70% par l'Union européenne, il y a de quoi se poser des questions. Mais est-ce vraiment la faute du gouvernement? Bah, il y a une part des responsabilités aussi dans le gouvernement. Et moi, je dirais, c'est depuis que j'ai commencé à voyager en Europe que j'ai compris que il y a le fond pour l'art et la culture. Et, Oui. et il faut justifier, quoi. Et puis, il y a des laboratoires de développement, des projets. Ça veut dire que c'est la curation. Moi, avant de devenir artiste, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Kinshasa, mais je ne connaissais pas ce que c'était. C'est quand je suis rentré dans la vie professionnelle que j'ai vu qu'il y avait des curateurs, quoi. C'est des gens qui te suivent, les inspecteurs d'exposition. Donc, c'est tout un monde derrière, quoi. Mais ça, c'est pas un concept très, très européen, parce que quand on voit, je regarde le cinéma aux États-Unis, c'est pas trop les gouvernements, mais ce sont les privés qui investissent dans le cinéma. Donc, je vois qu'il y a quand même deux modèles différents. Le modèle européen, on reçoit beaucoup de financement. C'est souvent voilà, des institutions. Et ce qui fait que tu n'as pas ce poids de la performance. Donc, même si ton film ne fait pas un carton, c'est pas grave parce que les financements sont venus de l'État. Tandis que le système américain, lorsque tu reçois des financements des privés, ben, il y a cette pression d'avoir justement du rendement. Ma question, ce serait pour l'Afrique, c'est mieux d'aller de quel côté? Parce que compter sur le gouvernement, c'est quand même assez risqué dans nos pays. Est-ce qu'il ne faudra pas plutôt, enfin c'est mon avis à moi, après tu pourras donner ta réponse, aller chercher l'argent chez les privés, quitte à trouver un système qu'ils puissent avoir un pourcentage sur les bénéfices du film en créant une structure? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on peut voir l'exemple avec les Nigériens. Avec la musique, avec le cinéma aussi, c'est que ce sont des privés qui ont alimenté l'industrie et ça fait que le gouvernement a rejoint. Je dirais par exemple au Sénégal, il y a des fonds de gouvernement qui donnent le fonds pour financer des films. Oui. Mais qu'est-ce qui a ramené ça? C'est parce qu'il y a un certain Alain Gomis qui a fait tout un laboratoire de post-production pour des films et aussi pour développer des projets, des scénarios, etc., qui a fait qu'il s'est bâti et le gouvernement a dit ouais, on va donner de l'argent pour ces gens parce qu'ils sont professionnels, ils maîtrisent mieux la matière que nous. C'est les privés aussi qui doivent se bouger parce qu'on Exactement. pointe souvent le gouvernement et vous savez très bien que je suis le premier à attaquer le gouvernement, mais j'estime que quand même chacun aussi on a une part de responsabilité sur cet échec du cinéma parce que quand je vois par exemple Steven Spielberg, ce n'est pas l'État qui l'a financé au début. Il allait trouver des privés qui ont cru en lui, des investisseurs de tout genre. Parce que j'avais lancé une cagnotte de fonds pour acheter une caméra de cinéma. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent. Je vois beaucoup de gens qui viennent participer, qui veulent participer à la réalisation du film, mais ce sont beaucoup les artistes eux-mêmes. Je vois très peu de personnes, par exemple, de la finance, parce que dans le milieu du cinéma, tout le monde est important. Il faudra aussi des comptables qui puissent structurer un peu et rendre le financement viable et surtout pouvoir faire des bénéfices, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et surtout que moi, je pense que tout le monde est artiste, mais tout le monde ne fait pas l'art. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont dans son bureau, il est comptable ou banquier, je sais pas quoi, ou politicien, je sais pas, mais qui avait un rêve aussi, quelque part, quand il était gosse, de faire l'art qu'il a abandonné, mais qui a des bons scénarios encore. Tu vois, c'est un monde... les cinéphiles, par exemple, les gens qui aiment bien regarder les films, peut-être
Tu vois, il aime bien les films, mais c'est pas un cinéaste, tu vois. Oui, ça, je le dis souvent hein, aux gens. Même quand j'ai commencé ma carrière, je faisais des clips vidéo. Hein, et j'avais beaucoup d'amis qui voyaient des clips avec des femmes et ils me disaient oui, j'ai envie de travailler avec toi, ça doit être cool. Et j'en ai pris quelques-uns. Quand ils sont venus travailler avec moi, ils ont vu que la partie de clip avec les femmes, tout, ce n'était qu'une journée. Et on était tellement occupés qu'il n'y avait pas le temps de des bêtises ou prendre des numéros. Et ils ont vu que 90% du travail, c'était avant, tout seul, et après. Et que là, j'étais tout seul de moi face à mon écran. Et qu'il n'y avait pas tout ce faste que eux ils imaginaient. Ils ont vite laissé. Ils ont compris qu'eux, ils aimaient regarder les clips. Ouais. Mais faire des clips, c'est différent. Ouais, c'est ça. Faire des films, c'est différent que de regarder des films. C'est une passion que l'on partage et qui est très difficile. Donc, je ne pense pas que vouloir devenir réalisateur, c'est un rêve en se disant on a envie de devenir riche. Ouais. Mais il y a beaucoup d'argent, ça, je l'avoue qu'il y a beaucoup d'argent. Et Ouais. regarde le film qui est récemment sorti ici avec, comment il s'appelle encore l'acteur Denzel. Denzel, oui. C'est combien de millions sont... Oui, mais bon, ça c'est le système américain. Ouais, mais ils vont récupérer. récupérer. Hein. Ouais, parce qu'ils savent C'est comment un récupérer. bon investissement, quoi. Tous les gens qui veulent faire d'entrepreneuriat et tout, ils peuvent investir dans le cinéma, ils vont gagner beaucoup. C'est vrai. Au Nigeria, ils ont gagné beaucoup, même dans la musique, c'est rentable. C'est pas... Mais c'est parce qu'ils ont créé une structure et les personnes qui ne sont pas artistes ont compris qu'ils pouvaient aussi gagner de l'argent dans le cinéma. Donc, les promoteurs ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent dans le cinéma. Parce que le cinéma, je peux dire que ça peut faire gagner de l'argent à plein de types de métiers. Tu peux être chauffeur et te faire de l'argent dans le cinéma juste en les déplacements des artistes, du matériel. Ouais. Tu peux être sportif, tu peux nous apprendre des chorégraphies, comment donner un coup de poing. Oui. Il y a ces boxeurs, Martin, qui a fait un super lunch bar à Kinshasa, tu vois, c'est pour investir. Mais il pouvait faire aussi tout un centre pour former les gens, des acteurs, comment, tu vois, le côté sportif dans le cinéma. Voilà. Jean-Claude Van Damme qui a tout fait rêver toute une génération. Oui, oui. D'ailleurs, depuis qu'il a le passeport diplomatique, on ne le voit plus aussi. Lui, Jean-Claude Van Damme, si tu vois l'émission, s'il te plaît, tu as le passeport diplomatique, il faudrait un peu que tu fasses quelque chose avec, ou moins que tu parles du Congo. Ça ferait quand même plaisir que tu n'aies pas eu ça quand même gratuit, juste parce que tu sais faire le grand écart entre deux chaises. Et donc, parle-nous en fait de ta formation quand tu étais jeune. Bah, moi, quand j'étais jeune, déjà, j'ai beaucoup aimé l'informatique. J'ai commencé avec l'informatique, c'était mon plus grand rêve. Mais comme au Congo, il n'y a pas de grandes écoles d'informatique et que mes parents ne pouvaient pas m'envoyer en Inde pour faire les études informatiques, donc je suis resté à la maison. J'ai commencé à apprendre à la maison comme un geek. Et là, j'ai commencé avec Photoshop, les graphismes et tout. J'ai travaillé dans une agence de publicité comme graphiste. Ah donc, je faisais des logos, je faisais la sérigraphie, imprimée sur les t-shirts. Et c'est à partir de là, j'ai découvert l'univers des 3D. Comme j'ai grandi. Tout ça en RDC. Hein. En RDC. Comme j'ai grandi un peu avec les mangas, avec le dessin animé, les DC Comics et tout. Et donc, ça a influencé aussi dans la 3D, animation 3D. Et les effets spéciaux, ça, c'était mon plus grand rêve. Et on avait un club avec des amis. Chaque dimanche, on se croisait pour se donner des plugins et tout, faire des trap codes à l'époque. Tu vois, et puis il y avait Vidéo Copilote, c'était mon site web où j'allais très souvent pour voir comment faire des trucs. Ah, ouais. Mais tu sais que moi aussi, je regardais ça. Mais ma carte graphique ne suivait pas toujours. Ouais, donc ça, c'était limité. Et après, quand il y a eu les films Viva Riva, c'est ça qui m'a fait rêver en fait. Après les films de Viva Riva, je me suis inscrit pour faire une formation audiovisuelle. Et j'étais plus sur l'image. Et la formation, elle est terminée parce qu'on recevait le financement de la Fondation Roi Baudouin. Et à un moment donné, ils ont dit... Encore l'argent qui vient de l'extérieur. Exactement. Et donc, après un moment, ils ont dit, avec ces financements, vaut mieux investir dans d'autres choses que le cinéma au Congo parce qu'il n'y a pas de producteur, parce qu'un technicien audiovisuel, il est payé 50 € dans une chaîne de télévision. Tant mieux aider les femmes veuves ou les enfants de riz, tout ça, les problèmes de mobilité, énergie, santé. Et donc, on n'avait plus de financement, l'école a fermé. Et c'est par là que je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts pour
poursuivre mes études de graphisme. Et donc, j'ai fait la communication visuelle là. Après, j'ai fait la photographie à l'Académie des Beaux-Arts. Mais c'est grâce à ça que j'ai découvert tout un univers, des artistes différents, des performeurs, des sculpteurs, des peintres. Et ça façonnait un peu mon parcours. Mais en vrai, à l'Académie des Beaux-Arts, c'est aussi un peu le modernisme, tu vois, c'est l'art moderne européen, quoi. Ouais, Le canon grec, tout voilà. ça, c'est répéter les mêmes choses européennes, tu vois. Donc, ils n'ont pas adapté, Ouais. pas adapté au Mais réel quand même, il y a du des pays. cours un peu spéciaux comme la culture africaine. Ça, c'est ça qui a boosté un peu, qui m'a donné une identité dans ce que j'ai fait. Ouais. Ouais, c'est grâce à ça, c'est grâce à ces cours de culture africaine. On avait un autre cours qui s'appelait l'art nègre, mais c'est un peu péjoratif. Ouais. Mais c'est la culture africaine qui m'a appris, tu vois, les contes africains, des choses comme ça, qui a suscité en moi quelque chose de très fort, d'avoir une identité, de mettre les Congos avant tout. Oui, parce que je vois ça dans tes créations, hein, que c'est très fort, cette identité congolaise qui ressort. Et c'est pour ça que je demandais ton parcours pour voir un peu qu'est-ce qui avait un peu alimenté tout ça. Et tu as dit un truc qui m'a interpellé. Mhm. Donc, tu étais à l'école de cinéma. Ouais. Et en coupant le financement des Belges, ça s'est arrêté. Ouais, ça s'est arrêté et beaucoup d'amis, ils ont continué à faire des fictions et à faire un festival des films et tout. Mais moi et mon ami Paul, on s'est dit non, on n'est pas prêt pour faire de fiction parce qu'il faut une grande équipe, il faut des financements. Et donc, on a dit, on va commencer avec les documentaires. C'est plus simple avec une caméra, un micro sur sa caméra. Tu peux déjà faire des choses, genre caméra à la main. S'adapter et apprendre, lire des bouquins, regarder beaucoup de films, des classiques hollywoodiens, des films noirs de l'époque des années 40, 30. Donc, on voulait d'abord apprendre et on travaillait aussi comme assistant à des réalisateurs européens qui venaient au Congo. Mais après, ça nous a révoltés parce qu'on a dit comment quelqu'un qui vient au Congo pour raconter la vie des gens et il vient que pour des semaines, il fait tout un film qui va cartonner dans des festivals. Pourtant, nous sommes nés là, on a grandi là. Donc, et puis, les versions sont toujours un peu... Oui, c'est toujours ceux qui les arrangent. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je voulais financer mes films par la communauté. C'est pour avoir aussi une liberté sur ce que je veux raconter. Parce que j'ai eu beaucoup d'échos de certaines personnes qui disaient que voilà, quand il y a des grosses productions et que bon, c'est toujours la personne qui contrôle, c'est la personne qui donne l'argent. Si ma communauté finance mes films, je n'ai à rendre des comptes qu'à ma communauté, en fait. Et vu qu'on a le même état d'esprit, c'est pas un problème. Mais lorsque ça devient d'une autre communauté, ils ont d'autres objectifs. Ouais. Et donc ça peut poser problème. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que l'école a fermé parce que les financements venaient d'ailleurs et ont été coupés. Donc, si tu as un problème un jour avec les personnes ou la communauté de l'autre pays, il a la possibilité, rien qu'en coupant les financements, de faire tomber une école. Alors que si ça avait été repris par une personne du gouvernement ou des privés du pays, l'école aurait continué. Peut-être que tu aurais déjà fait tes films et tes fictions. Ouais, mais c'est vraiment grâce à cette école, je dirais, c'était Souka Production, ça s'appelait les ateliers Action Kinshasa. Joe Mungawatunda, donc le réalisateur de Viva Riva, c'était les directeurs et promoteurs du film et de l'école plutôt. Et c'est grâce à ça que ça créait tout un mouvement de cinéastes de partout. Mais vraiment, jusqu'aujourd'hui, tous les noms... Mais moi, je me rappelle, même ici, j'étais en Belgique à cette époque, quand Viva Riva est sorti, c'était tout le monde en parlait. C'était oui, depuis La vie est belle, il n'y a pas eu de grande production congolaise. On a tous été au cinéma, bien que je vais aussi te poser une question à propos de ça. Je vais te donner mon impression quand moi je suis allé voir le film Viva Riva. C'était vraiment un engouement. Donc on est tous allés au cinéma et je me rappelle devant moi à quelques rangées. Il y avait papa, maman et tous les Dalton. Donc, les 4 enfants jusqu'aux plus petits qui étaient venus voir les films, des mamans, tout ça. Et bon, la première scène de sexe arrive. Ouais.
directement, on sentait une gêne dans toute la salle. Il y a une maman, je pense que c'était une maman catholique, elle avait le foulard, elle n'a même pas attendu OAI, elle s'est levée, elle est partie. Deuxième scène, troisième scène, et des scènes très longues. Il y avait une gêne totale. Ouais. Il y a eu beaucoup de scènes érotiques dans le film. Oui, et tu ne penses pas que c'était quand même un peu trop? Parce que même dans les films américains, on peut voir par exemple une longue scène et les autres sont vraiment courtes où on voit le début et ça coupe. Tandis que là, c'était des scènes très longues. Et pour la communauté africaine, lorsqu'on fait un film et on sait qu'on va toucher la communauté, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à tout ça? Ouais, je pense qu'il faut faire attention à tout ça, mais je ne sais pas. Hein, moi, je pense que les réalisateurs, les producteurs, c'est des gens qui ont vécu ici, en Europe, ils ont grandi ici. Oui. Ils ont une culture un peu, pas totalement à l'africaine. C'est un peu comme voir le film asiatique. Tu verras jamais Jackie Chan toucher le sein d'une femme. Oui, c'est vrai. Tu vois, ils ont certaines traditions, des respects aussi qui sont, tu vois, un peu sacrés, quoi. Oui. Ouais. Parce que moi, je trouve ça dommage parce qu'après ce film, parce que c'était un très bon film, j'ai adoré le film, mais la seule image que les gens avaient, Viva Riva, le film où les gens sont en train de... Voilà, c'est un peu l'image. Les histoires des Balthazar tout le temps. Alors qu'il y a une belle histoire, surtout, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on voit beaucoup de films qui parlent de trafic de drogue, mais il n'est pas allé dans le trafic de drogue, il allait dans le trafic de carburant. Ouais. Je trouvais ça très original. Et le fait d'avoir mis toutes ces scènes-là, ça a gâché en fait le message et le vrai succès du film. Ouais, je comprends tout à fait. Mais tu sais, maintenant, ce qui se passe, c'est que si tu veux avoir de financement, si tu veux avoir des prix, si tu veux être invité dans des grands festivals en Occident ou même en Afrique, ça veut dire qu'il faut critiquer son pays, ça veut dire qu'il faut dire que ça ne va pas. C'est bien, il faut choquer en tant qu'artiste, il faut dire ce qui ne va pas. Mais il faut aussi un peu d'accommodation, quoi. Il faut montrer aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Mais c'est totalement, il faut montrer vraiment les chaos, quoi. Il faut dire, 70 ans après l'indépendance, les Africains, ils n'ont rien fait. On n'arrive pas. Voilà, c'est ça le message pour le film. On a besoin de votre aide. Et si tu fais ça, tu vas tourner dans tous les festivals du monde et tu auras des prix et tu seras les chouchous, quoi, des financements. Mais c'est ça, en fait, j'ai remarqué que quand tu veux montrer la misère de l'Afrique, là, tu reçois des financements. Mais par contre, moi, je suis passionné de films d'action, de science-fiction. Donc, j'aimerais montrer une autre Afrique, en fait, différente, l'espoir. Et là, c'est difficile d'avoir des financements. Justement, on parle maintenant d'afrofuturisme. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis. Moi, j'aime pas trop parce que c'est catégorisé aussi. Bon, si tu vas dans la science-fiction, tu vas dans le futur, on va te catégoriser afrofuturisme. C'est pas un futur commun. Ça veut dire que les solutions ne peuvent pas venir aussi de notre côté. Ah oui. Donc ça, c'est un peu fou, quoi. Avoir des films comme Star Trek où on a vu ceux qu'ils appelaient les transpondeurs. Il y a un scientifique qui a dit, en voyant Star Trek, c'est ça qui l'a donné envie de faire le GSM. Exactement. Je dirais, par exemple, avec la fusée, c'est grâce à Fritz Lang parce qu'il a fait un film où il devait lancer une missile. Et c'était les comptes à rebours. Et c'est ça qui a inspiré pour que la fusée monte. Ils font les comptes à rebours. C'est grâce à un film. D'où vient le compte à rebours avant les lancements de fusées? La première fois qu'il y a eu un compte à rebours, c'est dans ce film muet de Fritz Lang, La femme sur la Lune, sorti en 1929. Et une personne adorait ce film, Werner von Braun, le chef de file de la mission spatiale qui emmènera des hommes sur la Lune en 1969. C'est lui qui impose le compte à rebours pour lancer des fusées comme dans le film. Et ce qui, à la base, n'était qu'une idée de mise en scène pour instaurer de la tension dans un film, est devenu la manière officielle de donner le top départ des lancements de fusées. Oui, parce que c'est un enfant qui voit ça, ça le fait rêver. Un jour, il devient scientifique et il se demande comment est-ce que je dois faire pour qu'une fusée puisse décoller, aller au ciel. Mais tout part d'un rêve. Donc là, on revient à l'importance de l'Afrique, pour l'Afrique, de miser sur ses artistes. Parce que l'artiste a la capacité de faire rêver, de mettre en image ce rêve. Ensuite, le scientifique peut le rendre réel et en appliquant ce qu'il a appris à l'université. Mais pourquoi à l'école, quand on y va, la première fois à l'école, ce qu'on apprend, c'est des couleurs, c'est des dessins, c'est l'art. Parce que l'art est au centre de tout. Même quand tu vas à l'église, tu vas voir, il y a des statues. C'est pourquoi ils confondaient. Quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont dit « Ah, ça, ce sont des objets d'art ». Pourtant, c'était fonctionnel. Ça avait d'autres fonctions.
C'était justement pour édifier, pour beaucoup de choses, parce que c'est au centre de tout, éducation, santé, tout. Si tu vois, comment il s'appelle encore, Da Vinci qui a dessiné les corps humains, c'est ça qui a aidé la médecine. Ouais. Donc l'art, c'est un peu, être un artiste, c'est un prophète. C'est quelqu'un qui prédit les choses qui vont arriver. Et il a un message divin. Et ça, c'est très fort. C'est pourquoi il faut écraser ces côtés, il faut contrôler. Pourquoi les artistes sont des amis des ambassadeurs? Pourquoi ils sont invités? Pourquoi ils ont des visas facilement? C'est pour les acheter. Contrôler, oui. C'est pour influencer ce qu'ils disent, pour contrôler, savoir c'est où ils vont dans leur message. C'est pourquoi il y a des marchés d'art, des festivals, de biennales, des choses comme ça. C'est justement pour mettre la main, parce que ce sont des personnes dangereuses. Ce pas des personnes contrôlées, c'est des personnes qui sont à l'extérieur et qui sont en train d'observer la société. Donc les artistes peuvent être un moteur pour la société et c'est ça qui les fait peur. Donc il faut écraser les artistes pour... Pourquoi on dit que les Américains, ils ont gagné des guerres que dans les films? Tu vois un commando américain qui va tuer tous les Vietnamiens et puis il prend l'Apache et l'hélico, il rentre chez lui. Mais c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai cru que les Vietnamiens étaient les méchants en fait. Mais en apprenant l'histoire, voilà. Et on apprend aussi que c'est les Vietnamiens qui ont en fait gagné la guerre militairement. Ça t'a fait quoi de travailler au musée de Tervuren en Belgique, de voir les reliques de nos ancêtres qui n'ont pas été restituées? Moi, je dirais que le fait d'avoir travaillé avec les musées européens qui ont des artefacts congolais, en fait, c'était une façon pour moi de me dire que voilà, je suis chez les colonisateurs. C'était une manière de montrer la puissance, comment l'éléphant nous a écrasés, en fait. Mais aussi, je me suis reconnecté d'une autre manière. J'ai senti des vibrations. J'ai senti qu'il y avait des individus à l'intérieur. Une énergie très forte. Donc, tu estimes que c'est important que ça retourne un jour au pays parce que c'est quand même... si tu as ressenti cette énergie-là, c'est une énergie qui a été retirée de nos ancêtres et qui est importante pour la nouvelle génération, peut-être. Je pense que... ils sont toujours ils sont enfermés, mais c'est des esprits en fait, ça pas des prisons. Les esprits physiquement ils sont enfermés, mais spirituellement ils continuent à vivre, quoi. Le fait d'avoir quitté la terre natale et qu'ils sont emprisonnés au musée de Tervuren, tu penses qu'ils continuent toujours à avoir un impact au pays ou bien ça les empêche de participer à cette énergie qui participait à l'émancipation du peuple Congo? Je pense qu'ils sont toujours là au Congo parce que c'est leur terre d'origine. C'est juste que nous n'avons plus de connaissances. On n'est plus en communication avec ces esprits. Donc c'est la connexion qui n'est plus présente. Exactement. On a été coupé d'un lien qui existe encore au pays. Mais c'est juste qu'on nous a effacés, quoi. On a formaté notre cerveau. D'accord. Ce sera tout pour aujourd'hui. On ne va pas faire trop long, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire et je pense qu'on va te réinviter pour encore une autre session pour pouvoir continuer. Et donc, la conclusion, tu nous dis rapidement, c'est quoi tes prochains projets dans l'avenir? Mon prochain projet, je vais faire, c'est sur la génération un peu avant qui sont arrivés en Europe, qui ont fait des grandes études, qui ont des PhD, qui ont eu des doctorats, mais qui ont passé peut-être leur vie à nettoyer des toilettes pour envoyer l'argent en Afrique. Ça sera mon prochain film, quoi. Quand tu veux, si tu as besoin de faire de la promo, tu vois, tu es ici comme chez toi. Et on va devoir remettre l'antenne. C'était mon premier podcast que je faisais. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être la première invitée aussi. D'abord, je veux aussi remercier Joël Manda de JM Image Prod, qui nous a aidés à la caméra. Donc, si vous avez besoin de filmer vos événements, vous avez besoin de photos, en tout cas, c'est le gars sûr qu'il faut. Et donc, je voulais vous remercier d'avoir visionné ce premier podcast. Et on se voit à la prochaine. Prenez soin de vos familles.